J'espère que tout roule pour vous, que la santé est au rendez-vous et que la vie vous sourit. Avant de commencer, permettez-nous ce petit aparté non. Vous ne rêvez pas, vous ne verrez ici ni cravate ajustée, ni veste bien repassée, ni nœud papillon de gala. Désolé pour l'improvisation stylistique, mais chez nous, l'essentiel prend toujours le dessus sur le superficiel. Ce n'est pas l'emballage qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Voilà, donc des Algériens, tout ce qu'il y a de plus commun, barbe non filtrée, t-shirt sans marque, look du quotidien qui viennent vous décrypter. Une actualité qui, elle, dépasse toutes les attentes, celle d'un pays hors norme, notre chère Algérie. Mais ce qu'il y a de véritablement renversant, de proprement saisissant, ce sont les propos livrés par Louisa Hanoun dans sa conversation avec Abdidoun. Elle y a déversé sa colère et partagé celle d'Abdidoun, qui aurait eu une révélation, on lui aurait menti sciemment. Faux dossier, notes trafiquées, informations faussées. Un cocktail explosif de contre-vérité qui l'a conduit droit dans le mur. Les décisions qu'il a prises, toutes bâties sur du sable manipulé du début à la fin. Bref, il a gouverné sur la base de fictions qu'on lui a servi comme des vérités. Et maintenant, la révélation, la confirmation, nous, on le dit depuis 5 à 6 ans, et donc nous, on a eu raison. Mais ça, ce n'est pas un problème. Je ne veux pas parler de nous les opposants, ce n'est pas la peine, ce n'est pas le moment. L'Algérie, elle est au-dessus de toutes les considérations et de tous les égos. Et l'Algérie, c'est l'Algérie qui commence. Ce n'est pas notre petite personne. Maintenant que nous avons la confirmation officielle qu'Abdidoun, selon lui, est victime de bobards d'affabulation et d'une manipulation, on aimerait bien, maintenant, il faudrait déclencher une enquête. Qui a manipulé Abdulmajid Tebboune? Qui a menti à Abdulmajid Tebboune? Qui l'a intoxiqué? Qui l'a désinformé? Qui a induit en erreur Abdid? C'est ce que nous devons maintenant savoir. Normalement, dans un pays qui se respecte, quand un chef d'État a été trompé, qu'est-ce qui se passe? Il y a des sanctions. Il faut sanctionner des gens. Malheureusement, ce que Abdid-Boun ne veut pas faire ou n'a pas envie de faire, c'est de purger, de nettoyer son propre entourage, parce qu'il fait croire à tous ses interlocuteurs, et même lui, on ne l'a pas dit, textuellement. Abdelkader Bengrina, récemment, l'a dit textuellement. D'autres personnalités politiques le diront, l'ont déjà dit, continuent de le dire, et je suis sûr qu'ils vont le dire encore dans les jours à venir. Je pense que même Louisa Hanoun va le dire dans les jours à venir. En Algérie, il y a un subterfuge, il y a une autre supercherie qui, malheureusement, à force de l'entretenir, est en train d'aggraver le sous-développement du pays et d'amplifier ses problèmes. Ce n'est pas de la faute du président. Le président, il a de bonnes intentions. C'est un ange. On lui a menti, on l'a trompé, on l'a trahi. Mais qui l'a trompé, qui l'a trahi? Ah, ce sont les ministres. Les ministres en Algérie, ils ont bandou. Avoir l'expression « avoir bandou », c'est-à-dire on leur impute toute la responsabilité. On leur demande de supporter injustement toutes les responsabilités des fautes qui ont été commises. Ils servent toujours de prétexte, les ministres algériens, ils ont bandou. Ah, c'est la faute des ministres. Ce sont les ministres qui mentent. Ce sont les ministres qui ne travaillent pas. Ce sont les ministres, etc. Ce sont les ministres. Arrête. Alors que ça, c'est un mensonge. On essaye de couvrir un mensonge par un autre gros mensonge. Celui qui a menti à Tebboune, c'est lui qui trompe Tebboune. Celui qui a trahi Tebboune, ce sont ses conseillers, son entourage. Et Tebboune, aujourd'hui, je lui ai dit, fraternellement, d'un compatriote à un autre, je lui dirai un conseil. Et je lui donnerai ce bon conseil, comme s'il venait de quelqu'un qui a l'âge de son fils ou de son petit-fils, qu'il me considère comme son fils, et qu'il m'écoute pour une première fois, puisqu'il a compris qu'on lui a menti, et que nous, on lui a dit
pratiquement plus de vérité que son propre entourage. Si tu veux sauver ton deuxième mandat, si tu veux sauver ton règne, si tu veux sauver ton nom pour qu'il ne soit pas sali, pour qu'il ne soit pas souillé par l'histoire, si tu veux éviter une condamnation sévère par le grand tribunal auquel personne ne peut échapper, c'est le tribunal de l'histoire, il faut absolument changer ton entourage. Il faut absolument changer ton entourage, monsieur Tebboune. Abdi Tebboune ne peut pas continuer à faire croire à ses interlocuteurs, les hommes politiques et les femmes politiques, que tout est la faute des ministres. C'est complètement faux. Le malheur de l'Algérie a été le fameux décret présidentiel du 26 septembre 2023. C'est le décret numéro 33-331 qui a réorganisé les services de la présidence de la République et qui a accordé des super-pouvoirs et des privilèges inquiétants à tous ses conseillers, et notamment à son directeur de cabinet, le fameux Bouanem. Les conseillers de Tebboune, depuis ce décret présidentiel, et notamment son directeur de cabinet ainsi que les fonctionnaires de la présidence de la République, ont constitué depuis ce décret présidentiel un gouvernement parallèle. L'Algérie n'est pas dirigée par les ministres, il faut arrêter de mentir, ni par le Premier ministre. On a eu un Premier ministre qui a été longtemps fantomatique. Avant lui, son prédécesseur a été longtemps, je dis bien longtemps, fantomatique. Et quand il est parti, quand il a démissionné, je parle de Nadir Arabaoui, qui a été Premier ministre quand même pendant pratiquement 2 ans, presque 3 ans. Arabaoui Nadir qui a entendu parler de lui, qui a pu, quand Arabaoui est parti, quelqu'un a ressenti une différence. A-t-on pu lui reprocher quoi que ce soit? Ou a-t-on pu l'attaquer sur quoi que ce soit? Arabaoui est resté Premier ministre depuis novembre 2023 jusqu'à août 2025, presque 2 ans. Il n'a jamais exercé le moindre pouvoir. Pourquoi? Parce que le véritable pouvoir en Algérie, il est détenu par les fonctionnaires, les conseillers et les collaborateurs du palais présidentiel d'El Mouradia. Le pouvoir est à El Mouradia. Jamais, au grand jamais, y compris pendant les heures les plus glorieuses, même lorsque le prestige du régime de Bouteflika avait atteint son plus haut niveau. Jamais le pouvoir n'était aussi concentré entre les mains d'une seule institution, qui est l'institution présidentielle, qui est le palais présidentiel d'El Mouradia, comme c'est le cas aujourd'hui, à l'époque de Tebboune. Tebboune a présidentialisé de façon absolue le pouvoir algérien. Le gouvernement, le Premier ministre, les services de secret, y compris l'état-major de l'armée nationale et populaire, ont perdu toutes leurs auras, leur prestige, leur influence et leur capacité d'intervenir dans les dossiers des affaires régaliennes de l'État. L'armée nationale et populaire, à travers Shengria, se concerte avec Shengria sur certains aspects militaires et sécuritaires. Mais tout ce qui est économique, tout ce qui est politique, tout ce qui est juridique, judiciaire, tout ce qui relève de la société civile, de la gestion des affaires des collectivités locales, des affaires des libertés publiques individuelles Tebboune, il a un pouvoir absolu. Il n'a jamais eu un Premier ministre charismatique, très compétent, influent ou rayonnant. Pourquoi? Parce que le gouvernement parallèle du palais présidentiel d'El Mouradia a trop fait de l'ombre au gouvernement réel. Et les personnes qui ont menti et qui ont trompé Tebboune, ce ne sont pas les ministres, ce sont les conseillers. Quel est le pouvoir d'un ministre aujourd'hui? Quel est le pouvoir d'un ministre contre un conseiller comme Kamel Sidi Saïd, comme un secrétaire particulier comme Mohamed, quelqu'un conseiller comme Abdelatif Bekaïm ou le directeur de cabinet comme Bouanem. Et d'autres encore appellent directement les ministres de cabinet au téléphone pour leur donner des instructions. Les ministres en Algérie reçoivent leurs instructions de la part du palais présidentiel et non pas de la part de leur Premier ministre. Nadir Arabaoui l'a dit, il s'en est même plaint, il s'en est même ému, il a même exprimé son indignation à maintes reprises.
il a toujours été court-circuité par les conseillers de Tebboune. Le directeur de cabinet de Tebboune Bouanem a plus de pouvoir que le Premier ministre. Même les requêtes des investisseurs étrangers, concernant des blocages de leurs investissements, concernant les litiges qui les opposent à l'administration algérienne, au gouvernement algérien, c'est une prérogative qui était entre les mains du directeur de cabinet de Tebboune. Les enquêtes d'habilitation sur tous les responsables du pays sont entre les mains du directeur de cabinet de Tebboune. Tout est entre les mains du cabinet de Tebboune. Les instances régaliennes de l'État ont perdu toutes leurs prérogatives, leur vocation et leur mission au profit d'un gouvernement parallèle qui s'était établi au palais présidentiel d'El Mouradia. À l'époque de Bouteflika, il y avait des conseillers impuissants. Il y avait son frère, Saïd Bouteflika. Mis à part son frère, il y avait, etc., Mohamed Medienne. Il y avait quelques conseillers puissants, mais ils n'ont jamais été plus puissants que Yahya, que Sellal, que Yazid Zerouni, ministre de l'Intérieur, que le ministre des Affaires étrangères, que Mourad Medelsi, que Abdelmalek Bouchafa. On a toujours eu des ministres forts et puissants qui avaient un contact direct avec Abdelaziz Bouteflika et son cabinet ou avec le frère de ce dernier et qui avaient de véritables prérogatives, qui avaient vraiment une marge de manœuvre pour gouverner le pays. Les ministres en Algérie aujourd'hui n'ont pas de marge de manœuvre. D'ailleurs, vous l'avez vu, un ministre, quelqu'un qui était au portefeuille des startups, on lui donne l'agriculture, mais avant, on lui avait donné la formation professionnelle. Celui qui était au transport, on lui donne le ministère de l'Intérieur. Celui qui était à la solidarité nationale, on lui donne un autre poste. Les ministres changent, ils sont utilisés comme des pions. Très peu de ministres, à l'époque de Tebboune, ont réellement de l'influence. Très peu de ministres ont vraiment un accès direct à Tebboune. Ou peuvent le voir directement. Le cabinet de Tebboune a verrouillé Tebboune. Tebboune, il est pris en otage par son propre entourage. L'erreur de Tebboune a été de ne faire confiance qu'à ses collaborateurs proches, qui sont ses conseillers, et à son entourage au palais présidentiel d'El Mouradia. Il a construit une forteresse, El Mouradia, une forteresse imperméable, et malheureusement, en s'enfermant dans sa propre forteresse, il s'est déconnecté de la réalité de son pays, de son propre gouvernement et des institutions de l'État. Du coup, aujourd'hui, tout ce qu'il a comme information, tout ce qu'il a comme données, lui est communiqué, fourni et transmis par ses conseillers. Il y a des ministres qui envoient des rapports que les conseillers, quand ils atteignent le filtre, quand ils arrivent au niveau de la forteresse, peuvent manipuler, peuvent changer, peuvent falsifier, peuvent modifier, peuvent commenter. Les gardiens de la forteresse, qui sont les conseillers de Tebboune, ont ce pouvoir. Il y a des ministres qui sont appelés par les conseillers de Tebboune pour leur demander au nom d'Abdi Tebboune de changer leur rapport, de changer leurs décisions, de changer l'orientation, de changer les bilans, etc., en leur faisant croire que c'est Abdi Tebboune qui leur a demandé cela. Comme le ministre ne peut pas vérifier avec le Premier ministre, comme le Premier ministre ne peut pas vérifier avec Tebboune, alors on croit que c'est Tebboune qui gouverne. En réalité, Tebboune, il y a plusieurs décisions, et je peux donner des milliers d'exemples. Démarcher avec son attracte, démarcher avec son arrêt, avec son algis, par exemple, en termes de jeu dans les dossiers judiciaires. Tebboune, il ne donne pas d'instructions. Ses conseillers agissent de façon autonome et indépendante. Ils manipulent, ils désorientent. Ensuite, ils se réfèrent à Majboun en lui décrivant une réalité qui est totalement maquillée selon leurs propres besoins. La confiance trop aveugle et l'absence d'un processus de contrôle de ses collaborateurs et de ses conseillers de Tebboune ont mené Tebboune vers une impasse.
et ont enfermé Tebboune dans une sorte de cellule. Tebboune est prisonnier. El Mouradia est devenu une prison pour lui parce qu'il ne voit que ce qu'on a envie de lui montrer. Il n'entend que ce qu'on a envie qu'il entende. Et on lui montre uniquement ce qu'on a envie qu'il voie, ce qu'il lit ou ce dont il prend connaissance, uniquement ce qu'on veut qu'il sache ou qu'il connaisse. Heureusement, ce qui sauve un peu, c'est sa famille de ces 3 garçons, Elias, Khalid et surtout Mohamed Tebboune. Et s'il n'y avait pas son épouse, Madame Tebboune, il y a certaines réalités, certains dossiers que Tebboune ignorerait totalement. Il y a des gens qui ont réglé leurs problèmes avec l'État algérien en passant par la famille Tebboune, parce que Tebboune, à un moment donné, est obligé de voir ses enfants, et ses enfants le voient, et sa femme le voit. Donc c'est comme ça qu'on règle ses problèmes avec lui. Il faut passer par la famille, parce que il n'est plus possible de passer par la forteresse. La forteresse, elle est verrouillée. Ou tu passes par la famille, ou tu passes par la forteresse. La forteresse, c'est inaccessible. Pour que la forteresse soit accessible, il faut que les conseillers acceptent de te recevoir, acceptent de t'accueillir, acceptent de te parler. Et souvent, ces conseillers exigent des contreparties, des cadeaux en nature, des traitements de faveur en échange de leurs interventions. C'est malheureusement le mal qui ronge profondément le régime Tebboune, et sa famille le lui a dit. Des membres de la famille Tebboune lui ont dit « Voilà, ça se passe mal à la présidence, à cause de cela, et encore de cela. » À maintes reprises, ce sont les enfants de Tebboune, ses propres enfants notamment, ses filles aussi, ses beaux-frères, ses beaux-fils, etc., qui viennent le voir, qui lui disent « Voilà, il s'est passé telle chose, dans tel secteur, dans telle région, et on ne vous l'a pas dit. » Il y a ce Tebboune qui intervient, qui corrige. À maintes reprises, le pouvoir de Tebboune s'est familiarisé d'un côté, et de l'autre côté, il s'est clanisé. Il s'est clanisé. Tebboune gouverne mal le pays parce qu'il est pris en otage par son clan, ses collaborateurs, et de l'autre côté, sa famille. Il ne peut pas respirer ailleurs. C'est pour cela que Louisa, quand elle l'a vu, elle est restée 4 heures à lui parler parce qu'il n'a pas accès à la réalité. Les médias, heureusement, qu'ils se connectent aux réseaux sociaux, ils nous voient un peu. Mais comme ses conseillers l'ont intoxiqué, ils lui font croire que Abd est payé par les Marocains, qu'il est payé par les Français, qu'il est payé par le Qatar contre toi, Abd. Donc comme ce sont quand même ses conseillers qui le manipulent contre nous, ils lui disent « Tes opposants ne sont pas sincères, tes opposants ne sont pas sérieux, ne sont pas nationalistes, ce sont des traîtres. » Donc lui, à force d'écouter ce discours 24 heures sur 24 avec ses collaborateurs, il finit par y croire. Et comme il est âgé et comme il est naïf, il est rusé dans les complots, dans la manigance. Mais il n'a pas cette intelligence tactique qu'Abdelaziz Bouteflika avait. Bouteflika était un esprit critique. Bouteflika, il était... Même Boumedienne, c'est... Ah, il a dit de Boumedienne. Boumedienne et Bouteflika, c'étaient des présidents qui écoutaient les avis contraires, qui récoltaient, qui demandaient plusieurs avis, qui essayaient de voir et de prendre en considération tout ce que les sensibilités de leur entourage ou toutes les sensibilités du pays leur disaient et qui s'informaient au-delà de leur cercle proche. Bouteflika s'informait au-delà de son cercle proche. Il n'était pas prisonnier de ses conseillers et de sa famille. Il écoutait les gens, il lisait, il demandait des contre-expertises, des contre-rapports. Boumedienne le faisait aussi. Non, Tebboune, il est aveuglé par la confiance qu'il accorde à certains de ses proches et de ses collaborateurs. Il ne vérifie pas, il ne fait pas de contre-expertise, il n'a pas d'esprit critique par rapport aux membres de son entourage. Quand il découvre qu'on lui a menti, il s'énerve.
Il lui arrive de punir, il lui arrive de bouder un conseiller, de le menacer, de lui crier dessus, de le rappeler à l'ordre, de l'insulter. Mais au bout de quelques semaines, ça dure quelques mois, il revient à de meilleurs sentiments. Mais à part Mohamed Bououakez, son ancien chef de cabinet, qu'il a emprisonné, il n'a jamais sanctionné directement un membre de son entourage. Et encore, Mohamed Bououakez, c'était, on a raconté, une machination judiciaire, etc., une machination clanique, un problème de lutte de clans à l'intérieur même de l'entourage de Tebboune. Tebboune ne veut pas sanctionner. Pourquoi ? Parce qu'il pense que comme il a traversé, comme la majorité de ses conseillers, aujourd'hui, était à ses côtés lorsqu'il a fait sa traversée du désert de 2017 à 2019, était à ses côtés lorsque son fils était en prison, en 2018, était à ses côtés lorsque la campagne pour les élections présidentielles de décembre 2019 était très dure, très rude. Il ne veut pas sanctionner parce qu'il marche à l'affect. Il fonctionne à l'affect. Ce sont des gens qui m'ont soutenu, ce sont des gens qui étaient à mes côtés, donc je ne peux pas me débarrasser d'eux. J'ai besoin d'eux, malgré tout. Ils sont loyaux à mon égard, et donc ils sont dévoués. Ils me sont totalement dévoués. Je les garde. Donc la compétence, l'honnêteté, l'efficacité, ce sont des notions qu'Abdid ne mobilise pas pour évaluer ses proches et ses collaborateurs. Et c'est ça le problème de l'Algérie. Donc arrête de croire que ce sont les ministres. Tu ramènes les plus... Je vous assure, je vous jure que si vous ramenez les meilleurs technocrates du monde, ils ne pourront rien faire en Algérie parce qu'ils sont bloqués, limités et se heurtent à ce pouvoir parallèle qui est au niveau du palais présidentiel de Mouradia et qui manipule et qui a une influence malsaine sur la personne du chef de l'État. Tant que ce problème n'est pas abordé, évoqué en toute sérénité, et tant qu'il n'est pas traité convenablement, le pays ne va pas améliorer malheureusement sa situation puisque sa gouvernance sera toujours rongée par cette maladie.